Coucou tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur l'amour pour cette semaine de l'amour. Lundi je vous ai proposé une vidéo pour s'aimer soi-même parce que je pense que c'est le plus important et comme je vous l'ai dit, on ne peut pas bien aimer les autres sans s'aimer vraiment soi-même avant. Du coup, dans cette logique, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur mes astuces couple puisque dans quelques jours, là ça va faire 9 ans que je suis avec mon chéri, c'est ma relation la plus longue et je me suis dit que ça pourrait être cool de vous partager ce que j'ai appris en fait à travers cette relation et les autres d'ailleurs et les petites choses que on peut mettre en place au quotidien pour faire en sorte que ça se passe bien, pour faire en sorte de surmonter les épreuves parce qu'on en a tous dans des couples, comme il n'y a pas de vie parfaite pour soi, il n'y en a pas non plus à deux et donc voilà, je vais vous donner toutes mes petites astuces couple. D'ailleurs au moment où sort cette vidéo c'est la Saint-Valentin, donc bonne Saint-Valentin à tous, que vous soyez seul ou pas, c'est une journée d'amour, donc ça peut être l'amour envers vous, l'amour envers les autres, voilà, peu importe. Comme je disais d'ailleurs dans ma première vidéo, pour moi il n'y a pas de commercial, pas commercial, etc. C'est juste une excuse en plus pour ressentir de l'amour un jour en plus, voilà. Enfin en tout cas c'est ma façon de voir les choses, après c'est très personnel, toujours est-il que nous allons parler d'amour. Je vais commencer cette vidéo avec quelque chose que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins de 5 ans. C'est qu'il ne faut pas demander à l'autre de nous rendre heureux. C'est notre travail à nous de nous rendre heureux. L'autre, on peut lui demander de nous faire plaisir, de partager des bons moments, de partager de la joie, mais ce n'est pas quelque chose qui doit reposer sur les épaules de votre conjoint de vous rendre heureux parce que c'est trop lourd en fait, c'est trop lourd, on a déjà notre propre bonheur à porter et puis même pour vous, si vous attendez que ça vienne de l'extérieur, vous serez toujours déçus. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut savoir être seul avant de pouvoir partager sa vie avec quelqu'un. C'est parce qu'il faut être capable de se rendre heureux soi-même et de se rendre compte qu'on se suffit à soi-même. On n'est pas dépendant en fait de la deuxième personne et ça évite bien des soucis dans le couple. Quand il y a une personne qui est dépendante de l'autre, ça crée en général un déséquilibre et comme dans tout, l'équilibre c'est le plus important. Et malheureusement parfois c'est aussi ce qui traduit des petits soucis dans le couple, c'est parce que y a des petites choses qui pèsent plus d'un côté que de l'autre, on va y revenir. La deuxième chose que j'ai identifiée comme importante dans mon couple, c'est que c'est vraiment utile d'identifier les points forts de chacun dans tous les domaines et de répartir les tâches de vie en général dans le couple en s'appuyant sur ces points forts. Par exemple, mon chéri est très patient et moi pas du tout. Donc tout ce qui va nécessiter de la patience au quotidien, en général, ça va plutôt être pour lui. À l'opposé, moi je suis très organisée et je sais très bien planifier des choses, etc. Donc ça va être ma tâche. Par exemple, si je casse quelque chose, c'est toujours mon chéri qui va ramasser les petits bouts de verre, nettoyer et tout derrière, parce qu'il sait que moi j'ai pas la patience, ça va m'énerver, je vais me faire mal. Donc voilà, c'est un compromis qu'on fait comme ça. Et pour le côté organisé, c'est moi qui vais prévoir, on va dîner avec un tel, on va voir nos parents à telle date, etc. C'est lié à cette notion d'équilibre, mais il faut aussi que l'un soit le pilier de l'autre et inversement. Parce que parfois, il n'y a qu'une personne qui est un peu le rock de la famille et c'est trop lourd, encore une fois, sur les épaules d'une personne. Il faut que ça puisse être un peu à tour de rôle en fonction des situations, des moments et des besoins. Typiquement, s'il y en a un qui va pas bien, c'est mieux que l'autre soit là pour le remonter, etc., l'aider à remonter la pente, plutôt qu'il soit aussi 6 pieds sous terre et que ce soit finalement que chacun enterre l'autre, voilà. Comme on identifie ses points forts, c'est bien aussi de prendre le temps d'identifier ses points faibles afin déjà d'en prendre conscience chacun, parce que on peut des fois ne pas se rendre compte qu'on agit d'une façon ou d'une autre ou qu'on a tel mécanisme de défense. Donc c'est bien de faire un point un peu dessus et puis si on le peut, de travailler chacun sur ces choses-là. Par exemple, moi, comme je disais, je suis très douée dans l'organisation, mais le côté un peu négatif de ça, c'est que je suis toujours dans le contrôle. Donc moi, je travaille sur lâcher le contrôle. Et ça, c'est pas quelque chose qui peut se faire si on n'en prend pas conscience et si on travaille pas consciemment dessus, et on peut demander d'ailleurs à l'autre de nous aider et de nous dire ah là tu as reproduit ce schéma là, pour en prendre conscience au fur et à mesure aussi dans le quotidien et à réussir à s'en sortir pour devenir une meilleure personne mais aussi du coup un meilleur conjoint.
Autre chose, je pense que vous avez déjà entendu, mais ça vaut vraiment la peine de s'arrêter 5 minutes dessus, c'est qu'il ne faut pas essayer de faire changer l'autre. Alors vous allez peut-être vous dire que c'est contradictoire à ce que je viens de dire avant, mais non, parce que le fait de vouloir changer l'autre, c'est soit faire en sorte de faire une action, de dire à l'autre de changer ça, pour soi-même. Alors que avant, identifier ses points faibles et travailler dessus, c'est une démarche personnelle qui est accompagné par l'autre avec son aide si besoin, qui va nous permettre pour nous en fait de devenir meilleurs. C'est pas quelque chose qui est fait dans le but de changer l'autre, mais c'est soi-même essayer d'évoluer en fait dans le bon sens. Si on se dit qu'on veut changer l'autre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il fait qu'on n'apprécie pas et qui nous dérange au point de ne pas pouvoir composer avec, ce qui veut dire que soit au début on ne le voyait pas, on ne le savait pas ou on s'est mis des œillères, soit maintenant en évoluant chacun de notre côté, c'est quelque chose qu'on ne tolère plus. Mais si c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour soi de changer ça chez l'autre et que l'autre n'a pas du tout envie et besoin de changer cette chose-là, c'est juste à vous que ça ne plaît pas, et bien dans ces cas-là, il vaut mieux tracer son chemin chacun de son côté, parce que si une personne se force à changer pour l'autre, ça va créer du ressentiment et en général ça ne donne rien de bon. Au-delà d'essayer de ne pas changer l'autre, je dirais en gros qu'il faut respecter l'autre et ses besoins et composer en fait avec les besoins de chacun. Ce qui nous emmène vers le compromis, le truc qui fait débat dans le couple. Oui mais moi je fais des efforts là-dessus, et moi je fais des efforts là-dessus, et moi j'ai pas fait ça pour que tu puisses faire ça, et là. Le compromis, pour moi, est essentiel dans le couple, à condition, encore une fois, qu'il ne soit pas fait bien sous condition, justement. Si tu ne fais pas ça, je ne fais plus ça. En mode chantage, ça ne marche pas. Les ultimatums, c'est vraiment quelque chose de très dangereux, je vous invite à ne pas utiliser dans un couple parce que ça instaure une relation de pouvoir en fait sur l'autre, et ça, ça ne fonctionne pas. Quand je dis, voilà, l'important c'est d'être à l'équilibre, donc s'il y en a un qui a le pouvoir sur l'autre, l'autre va forcément ressentir des émotions négatives, va ressentir du ressentiment, se sentir mal, enfin voilà, ça ne crée pas un climat de bonheur quoi dans le couple. Un bon compromis, c'est un compromis qui est fait vraiment de la part des deux, c'est-à-dire que il faut une discussion, évidemment, écouter l'autre, mais vraiment, c'est-à-dire prendre le temps et pas juste préparer sa réponse déjà dans sa tête, mais juste l'écouter et voir ce qui va pas, ce qui va, comment tous les deux vous pouvez faire des efforts pour que chacun de son côté en fait il trouve j'allais sortir une vieille expression, genre de l'eau à son moulin. Bref, il trouve quelque chose de positif en fait, voilà. Un exemple tout bête, vous aimez les films d'action, votre conjoint aime les films d'épouvante, et bien soit vous allez essayer de trouver un film qui conjugue les deux genres, ou bien vous allez voir les films d'action avec vos amis, il va voir les films d'épouvante avec ses amis, comme ça tout le monde est content. Ce qui nous emmène vers cet autre point très important, c'est de s'accorder du temps sans l'autre, du temps pour soi, pour ses amis, pour faire ses petites choses de son côté et pour que l'autre aussi fasse les siennes, voit ses potes, aille, je sais pas, méditer en pleine forêt s'il a envie, tout seul, mais s'accorder des temps comme ça rien que pour soi, parce que l'individu en couple ne devient pas un couple. S'ils forment cette nouvelle unité de je suis un couple et je ne suis plus moi, ils se font alors dans l'autre et ne vivent plus qu'au travers de l'autre et de cette nouvelle entité en fait du couple. Alors qu'un couple c'est deux individus et il faut que ça reste deux individus pour que vous puissiez vous enrichir, vous apporter des choses, pour que vous puissiez grandir ensemble en fait chacun de votre côté et former quelque chose de beau, mais de façon, voilà, c'est 1 plus 1, c'est pas 1 et 1 qui deviennent 2. C'est aussi quelque chose d'hyper important d'avoir cette notion d'enrichir l'autre, de le tirer vers le haut, de faire en sorte qu'il devienne la meilleure version de lui-même à nos côtés et de ne pas l'enterrer en fait quelque part. Dans les relations comme ça un peu déséquilibrées, il y en a un qui va être au top, qui va, je sais pas, être à fond dans son boulot, prendre le temps de faire son sport, qui va voir ses potes et machin ce que tu veux, et puis l'autre à côté qui
va avoir l'impression de ne faire que du sacrifice, de ne pas avoir de temps pour soi et d'être finalement malheureux. Dans tous les couples, il y a des passages difficiles, il y a des moments où on peut souffrir, où on peut être triste, etc. Mais il faut que ça reste des passages. Si c'est une tendance, si vous regardez depuis 1 an, si vous avez été plus souvent malheureux qu'heureux, c'est pas bon signe. Autant on doit être responsable de son propre bonheur, autant l'autre ne doit pas vous mettre des bâtons dans les roues en fait, tout simplement. Donc au moins s'il ne vous pousse pas vers le haut, il ne faut pas qu'il vous arrête. Il faut que l'autre soit là pour vous, au moins pour vous écouter et pour vous encourager. Évidemment, vous le savez, mais quelque chose d'essentiel et vraiment essentiel dans tous les couples, c'est la confiance. On ne peut pas ouvrir son cœur sans confiance. Parfois c'est difficile, mais c'est nécessaire vraiment. Ça peut se faire petit à petit, la confiance ça se gagne et voilà, on peut avoir besoin de temps. Mais il faut vraiment instaurer ce climat de confiance parce que si on est toujours dans la suspicion, si on a toujours peur que l'autre nous blesse, si on ne croit pas l'autre, ben encore une fois ça crée un énorme déséquilibre dans la relation de celui qui doute tout le temps et l'autre qui du coup ne se sent pas aimé à sa juste valeur et ne se sent pas aimé pleinement finalement puisque l'autre ne m'aime pas assez pour me faire confiance. Pour mettre en place ce climat de confiance, ce qui peut être très intéressant, c'est de vous tourner vers votre passé évidemment et de voir s'il y a des blessures dans votre histoire qui ne sont pas guéries, s'il y a des choses qui sont toujours là, des peurs, des angoisses, des blessures en général. Et il faut prendre le temps d'essayer de les penser et de les guérir parce que l'autre n'est pas un pansement, c'est encore un travail à faire soi-même. Vous ne devez pas faire subir votre passé à votre conjoint. C'est pas lui qui vous a trahi par exemple, c'est quelqu'un d'autre et il n'a pas à payer les pots cassés d'une autre personne. Donc n'attendez pas de l'autre qu'il soit une pommade en fait. Je sais qu'on a tendance parfois à faire ça, mais vraiment il faut essayer de régler ça soi-même pour finalement ne pas reproduire les schémas. Parce que très souvent la peur n'évite pas le danger et c'est en ayant peur qu'on nous trahisse à nouveau qu'on va adopter des comportements de manque de confiance, de fouiller des choses par exemple ou quoi, et qu'on va éloigner l'autre personne. Et donc je vous renvoie à la première vidéo de lundi, s'aimer assez, c'est aussi faire en sorte de régler toutes ces choses-là et de se dire que je mérite d'être aimée, que on m'a blessée mais que ce n'est pas à cause de moi, que mon passé est mon passé et que maintenant je m'ouvre vers l'amour quoi. En cas de dispute, parce que dans tous les couples il y en a, hein, c'est normal, c'est important de se remettre en question et d'essayer de voir la situation avec la position en fait du conjoint, de pas forcément se dire j'ai raison, tu as tort, point barre, mais d'essayer de comprendre pourquoi l'autre pense que c'est comme ça et pas comme je le pensais. C'est compliqué en situation à mettre en œuvre parce que très souvent on est à fond dans son truc et on défend son beefsteak, mais d'essayer de faire pause à ce moment-là, c'est hyper bénéfique et de se dire ok, dis-moi pourquoi tu penses ça, dis-moi ce que tu ressens et voilà, d'essayer de comprendre. Pour faire en sorte que ça se passe bien, quand c'est difficile comme ça de s'arrêter et de voir comment procéder, il y a une méthode super de communication non violente, je vous mettrai le petit schéma juste ici. C'est quelque chose qui vaut pour tout le monde, hein, pas que pour les couples, mais je trouve que là en l'occurrence ça s'y prête bien, j'avais envie de vous en parler. Donc en premier il y a l'observation, remplacer le jugement par vraiment quelque chose de véridique. S'il y avait une caméra extérieure, qu'est-ce qu'il verrait? Donc au lieu de, là l'exemple c'est quand je vois tes chaussettes, au lieu de qui traîne, eh bien de mettre par terre, quand je vois tes chaussettes par terre et pas qui traînent. Exprimer un sentiment, donc dire je peux me sentir à la fois en colère et joyeux et pas j'ai le sentiment que tu ne m'aimes pas. Parce qu'à partir du moment où on place un tu, c'est qu'on juge le comportement de quelqu'un. Il faut vraiment que cette demande n'implique que soi. Ensuite, on va formuler son besoin en disant toujours que j'ai besoin de ça et pas
j'aimerais que enfin tu arrêtes de faire ça. Et enfin la demande, ils disent également qu'il faut que ce soit une demande donc active, positive, consciente, explicite, claire, précise, concrète et réalisable. Donc voilà, c'est un process qui prend un petit peu de temps, moi-même je n'y pense pas tout le temps, mais dans le cadre de disputes répétitives par exemple, si vous en avez marre, si vous voulez vraiment trouver une solution, eh bien essayez d'adopter ça en vous disant ok, bon attends, on se pose, on prend le petit schéma là et tu me dis ce qui va pas avec cette formulation, et je vous assure que ça aide déjà parce qu'on s'arrête, on réfléchit à comment formuler la chose, donc déjà on se calme, et en plus eh bien on comprend pourquoi la personne est énervée, ce dont elle a besoin, ce qui l'énerve de base, enfin bon bref, c'est hyper intéressant. Cette vidéo va être beaucoup plus longue que prévu parce que j'en ai des choses à dire, hein. Il y a autre chose que j'ai compris ces dernières années, ça fait pas 10 ans quoi, c'est grâce au développement personnel, c'est que l'autre est un miroir et que très souvent ce qu'on reproche à l'autre ou ce qui nous énerve chez l'autre, eh bien nous renvoie quelque chose qui nous énerve chez nous, soit qu'on fait trop ou soit qu'on ne fait pas assez, ou soit quelque chose qu'on est et qu'on aimerait ne pas être. Typiquement, moi quand je vois mon chéri en train d'être feignant, eh bien ça m'énerve parce que je ne supporte pas moi-même d'être feignante. Prendre conscience de ça, c'est se rendre compte que finalement le reproche ne va pas à l'autre, mais à soi-même. Et souvent, eh bien l'autre met en exergue ce qui nous gêne, quoi. Il met le doigt dessus puisque c'est nous qui voyons dans l'autre cette chose-là. Ce que vous pouvez faire, c'est une petite liste de ces choses qui vous énervent chez l'autre et réfléchir du coup à ce que ça vous renvoie. Par exemple, ça m'énerve quand elle va boire un verre après le travail et qu'elle ne me tient pas au courant. Pourquoi ça m'énerve? Parce que ça réveille en moi une insécurité, une vieille blessure peut-être pas soignée de trahison, ou parce que je n'ai plus le contrôle et j'ai toujours besoin d'être en contrôle. Enfin voilà, voir vraiment ce que ça réveille en vous. Ce qui est directement lié à mon prochain point, qui est de dire les choses au moment où ça ne va pas et de ne pas attendre. Et ça aussi c'est difficile parce que parfois on se dit non, je prends sur moi, jusqu'au jour où on ne peut plus, où c'est la goutte d'eau et où on explose. Donc ça en général, ça fait des dégâts au passage, alors que si au moment T on dit, pourquoi pas avec la méthode de communication non violente, on peut dire ça me gêne parce que gna gna gna, voilà pourquoi, mais ne pas attendre et ressortir il y a 3 semaines, tes chaussettes à côté du panier. Ça évite d'accumuler en fait des sentiments négatifs et quelque part de construire un dossier de plainte pour le ressortir au bon moment. Et tout va être bon pour nourrir la chose en particulier, même si c'est juste une chaussette à côté du panier. On va ressortir, je sais pas, des erreurs d'il y a 10 ans, enfin voilà. Pour éviter de faire ça, il faut classer tous les petits soucis au quotidien au fur et à mesure. Si vous avez des problèmes dans votre couple, eh bien, il faut prendre le temps de vraiment les identifier, de voir la perception de chacun, et puis, pourquoi pas, je vous invite à les noter, la date, important la date. Voilà, on a ce problème, on s'engage à ça pour le résoudre, à mettre ça en place, et puis vous faites un point, genre dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, et vous vérifiez si les problèmes sont réglés au fur et à mesure, si les problèmes sont toujours là, s'il faut changer de méthode, mais ça vous permet vraiment d'avoir une trace et pas de juste se dire ça fait 10 ans que je te reproche ça, alors qu'en fait peut-être que depuis il y a eu beaucoup d'évolution. Coucher sur papier les choses, ça permet une plus grande objectivité. Vous pouvez aussi utiliser des outils pour régler des petits soucis du quotidien, on va pas se mentir, mais souvent les tâches ménagères, dans beaucoup de couples, c'est un sujet d'engueulade. Alors que c'est tout bête, franchement, c'est se prendre la tête pour rien parce que c'est du détail. Donc vous pouvez, voilà, comme je disais juste avant, chercher des solutions concrètes, que ce soit engager une femme de ménage ou répartir les tâches de telle façon, etc. Et puis, encore une fois, dans le concret et dans le visuel, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur améliorer ses relations, où je vous ai d'ailleurs partagé plein d'autres astuces, je vous invite à la regarder. Et bien, il y avait un planning que j'ai testé avec mon chéri sur le frigo avec toutes les tâches et on notait qui faisait quoi tel jour. Ça permet visuellement de se rendre compte de la répartition des tâches et puis aussi d'avoir un tracker, genre ça fait je sais pas 1 mois qu'on n'a pas lavé la voiture, il serait peut-être temps de la laver, typiquement. Ce qui nous emmène au sujet de la charge mentale, ça vous en avez peut-être entendu parler, en ce moment on en entend de plus en plus parler justement, c'est en gros tout ce qui est tout le temps dans notre esprit,
tout ce à quoi on doit penser en plus de notre travail, on va dire. Tout ce qui fait que plus ça va, plus ça devient difficile de se traîner au quotidien toutes ces choses-là à penser. Les rendez-vous pour les enfants, et les rendez-vous veto, et la machine à faire, et le dossier à rendre, et le batch cooking, la cuisine à faire pour la semaine, et le contrôle technique de la voiture, enfin bon je sais pas. Voilà, toutes ces choses-là, ça remplit la jarre de charge mentale, et dans un couple, eh bien, encore une fois en termes d'équilibre, souvent il y en a un qui a une jarre plus remplie que l'autre. Et j'ai vu plusieurs études passer disant que très souvent dans un couple hétéro, eh bien c'est le bocal de la femme qui est plus rempli. Et oui, encore, à ce jour. Donc, en tout cas, peu importe dans votre couple qui a la jarre la plus remplie de charge mentale, il faut essayer de réduire et de rééquilibrer un petit peu ces charges mentales. Par exemple, si vous avez l'impression de vous occuper de tout à la maison, si c'est vous qui gérez tout et vous avez l'impression que l'autre il rentre, il met les pieds sous la table et voilà, eh bien vous allez lui laisser la responsabilité de penser à tout un nombre de choses qui va quitter votre cerveau. Et vous allez, entre guillemets, passer un contrat oral avec lui en lui disant, je dis il, lui à chaque fois, parce que voilà, moi je pense en tant que femme hétéro à mon chéri, etc. Mais peu importe, hein, encore une fois. Donc vous allez dire à votre conjoint, dorénavant, je ne m'occuperai plus des rendez-vous médicaux, à chaque fois qu'il faut en prévenir, en organiser, etc. Tu t'en occuperas, toi, tout seul. Et sauf si un jour tu as besoin d'aide ou voilà tu me demandes, mais c'est quelque chose qui va quitter mon bocal de charge mentale et atterrir dans le tien pour hop là, avoir un peu plus d'équilibre. L'idéal évidemment c'est d'avoir le moins de charge mentale possible des deux côtés, donc pour ça eh bien il n'y a rien de mieux que l'organisation, les plannings notés et tout, on vide tout ce qu'on a dans sa tête sur le papier, on se met des rappels automatiques dans les téléphones, voilà, essayez de vous décharger le plus possible, mais en tout cas quand c'est pas possible de le faire partir complètement, eh bien partagez les charges mentales. Je vais faire une parenthèse sur les 5 langages de l'amour, qui est un livre de Gary Chapman. Je vous en ai déjà parlé, je crois, dans ma vidéo sur les relations, donc je vais pas m'étendre dessus. Mais dans un couple, ce qui est vraiment top, c'est de lire ce livre chacun de son côté et d'identifier son propre langage de l'amour et le langage de l'autre pour savoir comment lui faire plaisir déjà, savoir comment lui il ressent qu'il est aimé. Il y a les paroles valorisantes, donc compliments, etc. Les moments de qualité partagés ensemble, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Quand on identifie son langage à soi ainsi que l'autre, eh bien souvent c'est pas le même, vous allez vous en rendre compte, puis souvent on n'en a pas qu'un, mais il y en a un qui domine un petit peu, eh bien vous allez comprendre pourquoi l'autre se sent délaissé si vous ne communiquez pas sur son langage de l'amour, et inversement. Ce qui permet eh bien finalement de se sentir aimé chacun à la façon dont il a besoin. Je parle de besoin et justement quelque chose de super important que j'ai compris encore une fois il n'y a pas extrêmement longtemps, mais c'est qu'il faut communiquer ses besoins à l'autre, et pas que quand il s'agit de ranger ses chaussettes, mais aussi quand il s'agit de vouloir par exemple des fleurs, de vouloir une surprise ou tel cadeau, ou d'avoir besoin de passer un moment tous les deux. Il y a plein de choses en fait que soit on va estimer normal, que l'autre il devrait y penser tout seul ou toute seule, peu importe, qu'on n'a pas à lui dire de faire ça, etc. Mais en fait on est chacun dans notre tête, on est le rôle principal de notre film et il est le sien. Ce qui fait que, n'étant pas dans votre tête, l'autre ne va pas forcément savoir ce dont vous avez besoin. C'est parfois dur à se dire, surtout pour les gens très attentionnés de base, parce que on a l'impression que les autres ne nous le rendent pas, même si on ne fait pas les choses pour recevoir, mais voilà, encore une fois, cette question d'équilibre. Donc il faut se dire que il faut demander. Voilà, il faut dire aux autres ce dont on a besoin et ce qui nous ferait plaisir, donc en l'occurrence à notre conjoint. Je vous en ai un peu parlé aussi, je crois, dans la vidéo sur les relations de ça. Et puis enfin, je pense que c'est quelque chose qui revient beaucoup à l'occasion de la Saint-Valentin, briser la routine. Parce que la routine, c'est normal, tout le monde la connaît, que vous soyez seul ou pas, il y a toujours un petit ronron qui s'installe et c'est bien normal.
C'est évidemment accentué par toutes les obligations, le travail, aller chercher les enfants à l'école, toutes ces choses en fait qui rythment notre quotidien et qu'on n'a pas le choix en fait, on est obligé à telle heure de faire ci et de faire ça, ça crée une vraie routine. Pour la briser, eh bien, il y a plein de toutes petites astuces qui vont un peu changer le quotidien. Par exemple, truc tout bête, hein, mais si vous mangez toutes les semaines, tous les mois à peu près les mêmes plats, eh bien essayez des nouvelles choses. Si le week-end vous faites toujours vos courses à telle heure et machin et trucs muches dans ce sens-là, chamboulez un peu tout, pourquoi pas commander vos courses ou faites-les un soir après le travail, que vous dégagez un petit peu de temps, comme ça vous aurez tout votre week-end pour faire autre chose que vous aimez. Si vous n'allez jamais au ciné, eh bien pourquoi pas y aller. Ça peut être vraiment des petites choses comme ça qui vont juste casser un peu ce ronron et eh bien créer aussi des moments ensemble. Le plus important dans tout ça, c'est évidemment la communication. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous en parler, mais je l'ai même pas mis en fait dans les astuces parce que c'est la base. Voilà, c'est la base de tout. Tout ce que je vous ai cité, sans communication, ça ne marche pas. Voilà. Donc il faut parler, discuter, écouter. Il n'y a que comme ça qu'on peut dépasser les moments difficiles et qu'on peut toujours trouver cette joie et ce bonheur d'être ensemble et qu'on peut faire fleurir son amour. Ne partez jamais du principe que l'autre ne comprendra pas, que ça n'importe pas à l'autre, ou voilà, si vous êtes en couple avec quelqu'un, vous êtes important pour cette personne, donc dites-lui tout ce que vous avez sur le cœur. Je finirai cette vidéo là-dessus, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.